c'est du recyclage. Il n'y a rien de nouveau. Oui, je sais, oui. Mais ça, j'ai prévenu que les hors-séries, c'était du recyclage, c'était des retours sûrs. Voilà, parce que je suis en formation. Ouais, je suis en formation, je suis en train de réfléchir à l'évolution du podcast et tout ça et tout ça. Il s'en passe des choses en coulisses, mais bientôt, on va voir le résultat de tout ça. Mais oui, c'est du recyclage. Mes 4 invités déjà venus au micro de l'entrée des coulisses ont tous changé de trajectoire de vie pour construire leur trajectoire artistique. De petits boulots à une carrière de musicien au langage unique et original, comme Julien Jacob, de documentaliste à danseuse de claquettes et productrice de spectacles pour tout petits, comme Nathalie Ardiliez, d'enquêteur de qualité-service dans les bus jusqu'à musicien-interprète et initiateur d'un festival de la culture Bamoun, comme Nouniaré, et enfin d'étudiante en marketing de luxe à productrice de contenu insolite dans le domaine de l'art contemporain, comme Match with Art, Salomé Monpetit. Vous allez entendre leurs 4 témoignages, les uns à la suite des autres, et ils sont tous différents, mais ils sont tous unis par un point commun, leur soif de vivre d'une passion. Et souvent, grâce à un événement inattendu. Je suis Isabelle, médiatrice culturelle, et vous écoutez l'épisode hors-série numéro 3 de l'entrée des coulisses, le podcast qui rend visibles les artistes invisibles dans les grands médias, histoire de soutenir la diversité artistique. Et qui sait, peut-être que ces artistes seront vos prochains coups de cœur. Julien Jacob est musicien et interprète avec une langue imaginaire, une langue qu'il a lui-même inventée. Il va vous raconter comment une guitare a changé sa vie. Et ma seule difficulté, ça a été de parvenir à être ce que je voulais être, artiste. Mais entre-temps, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, pour avoir une assiette pour mettre une assiette sur ma table. J'ai fait des tas de petits boulots, mais c'est la musique qui a toujours primé, et puis voilà. Et du coup, comment vous avez débuté la musique ? Vous avez acheté un instrument ? Vous avez décidé d'apprendre à jouer ? Ou comment ça s'est passé du coup ? En fait, j'étais tellement amoureux de la musique que dans ma famille, ça se voyait. Ça se voyait. À l'école, ça se voyait. Oui. J'étais au fond de la classe. Et puis j'étais toujours en train de battre des rythmes, de chanter, tout ça. Un jour est arrivé un élève de la même classe que moi, donc un copain, qui avait un groupe de rock, et qui m'a dit, parce qu'il me voyait toujours en train de battre la mesure au fond de la classe et de chanter, il m'a dit: le chanteur de mon groupe est parti. Je vois que tu t'intéresses à la musique et que tu chantes tout le temps. Est-ce que tu veux faire un essai et le remplacer? J'ai dit ok. Oui. J'avais 17 ans, et c'est de là que j'ai posé mes pieds pour la première fois sur scène à 18 ans. Et ça a démarré comme ça. Comme ça, ouais. Okay. Voilà. Je n'ai pas appris la musique, je l'ai ressentie. En fait, j'ai appris tout seul la musique. Et un jour, ce guitariste-là, c'était le guitariste du groupe et le fondateur du groupe, il est venu chez moi et puis il m'a offert une guitare. Une guitare classique, corde nylon. Et ça a été le départ pour moi. J'ai appris à jouer tout seul. Je savais que je savais jouer de la guitare, je ne sais pas comment, mais c'était comme ça. C'était là, quoi. Voilà, il m'a donné cet instrument qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Quel magnifique cadeau! Oui. Il m'a donné le cadeau de ma vie, quoi. Ouais, carrément. Oui. Et voilà. Et puis un jour, j'étais chez des amis, j'étais tout petit, j'ai vu un piano dans une grange, et je me suis dit, un jour, je jouerai de cet instrument.
Et donc petit à petit, je me suis intéressé au piano, à la guitare, à la basse, à la batterie, et j'ai appris sans apprendre. Tout ça, ça s'est développé en moi, en fait. L'apprentissage de tous ces instruments. Magnifique. Passons à Nathalie Ardiliez. Nathalie est danseuse de claquettes, mais pas que. Elle fait beaucoup d'autres choses. Elle produit des spectacles, et notamment des spectacles pour le tout jeune public. Elle va vous raconter son périple avant de réussir à devenir artiste. Donc, tu dis que tu as une tradition familiale baignée de musique, baignée de danse. Donc, du coup, toi, tu avais le goût de la danse. Hein, c'est bien ça. C'est bien, oui, voilà. Oui. Et donc, quand tu es montée à Paris, c'était pour faire de la danse, vraiment pour trouver ton cours ou pour autre chose? Non, pas du tout. En fait, j'ai grandi dans une minuscule petite ville à la campagne. Alors, on avait une prof de danse extraordinaire qui était une vraie artiste, qui peignait, qui chantait, qui venait se former à Paris tous les ans. L'été, elle faisait des stages de toutes formes de danse. Elle était formidable, complètement créative. Cette femme a été très importante Mais dans ma famille, tout le monde dansait, mais alors de là à en faire son métier, absolument pas. Donc moi, ça a été, en fait, c'était une fuite. J'ai quitté, en fait, on va dire vraiment, je suis montée à Paris, quoi. D'accord. Okay. Mais à l'époque, c'était plus pour fuir la famille, on va dire. Donc, j'ai plutôt fait d'abord une formation en documentation, etc., dans le milieu culturel. D'accord. Et c'est par la suite que mais dans mon inconscient, et je te parle pas de ça pour rien, puisque dans mon cheminement, la psychanalyse aura été très importante aussi. Oui. J'aurais jamais créé ce spectacle à petits pas si j'avais pas fait de psychanalyse. Oui. Donc, tout ça, c'est ce cheminement aussi vers la petite enfance, parce qu'en France et musique, ils sont très baignés dans la psychanalyse aussi. Donc, voilà, tout ça, c'est un cheminement. Mais du coup, tu disais, tu as dit plusieurs fois, je n'aurais jamais pensé devenir artiste, danseuse, professionnelle, etc. Mais du coup, à quel moment tu as fait la bascule, justement? À quel moment ça s'est professionnalisé? Alors c'est très concret, en fait. Ouais. Parce que je travaillais à la préfiguration la Cité de la Musique. Oui. On avait des contrats qui se renouvelaient tous les ans. On avait des contrats à durée déterminée d'1 an, en fait. Oui. Et le jour où il a fallu signer le contrat à durée indéterminée parce qu'on passait dans les locaux définitifs de la Cité de la Musique, et ben là, j'ai quitté. Donc, du coup, j'ai pu avoir le chômage, j'ai commencé à donner des cours, etc. Et c'est très concret, hein, oui, effectivement. C'est que je dis toujours, je n'avais pas le choix. On me dit oui, mais on a toujours le choix. Et moi je dis toujours c'était ça ou l'asile psychiatrique, parce que je sais que si je n'avais pas fait ça, j'aurais sombré dans une dépression. Ouais. Voilà. Et c'était vraiment, j'avais pas le choix. Ça s'est fait parce que j'avais pas le choix. Mais je pense après coup que si j'avais vraiment réfléchi, j'y serais peut-être pas allée aussi facilement, parce que ça n'a pas été simple non plus. Ça s'est pas fait en 2 jours, quoi. Voilà. Oui, non, j'imagine. J'avais quand même 23 ans, hein, ouais. Donc, voilà. Ouais. C'est tardif pour commencer une carrière de danseuse, c'est ça? 23 ans? La danseur de claquettes en France, il y a pas de boulot et qu'on connaît rien à part les cours. Moi, j'ai enseigné 11 ans quand même, hein. Oui. Essentiellement aux enfants. C'est aussi tout ça qui a fait que j'ai créé pour les enfants après, hein. D'accord. À mon ami Nouniaré depuis 25 ans. Quand on s'est rencontrés, il était en pleine transition entre son ancien petit boulot et son nouveau métier d'artiste. Il va vous raconter tout ça. Ici? Non, mais ici, quand je suis arrivé, j'ai dû, comme tous les artistes, hein, c'est-à-dire que j'ai dû faire des petits boulots à gauche, à droite, des petits boulots. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait distributeur de journaux. J'ai travaillé comme agent d'accueil dans un site qui abritait un cinéma. Donc j'étais à l'accueil quand il y avait des avant-premières de films. Tous les grands acteurs qui arrivaient, on était chargé de les accueillir pour aller les conduire. Donc c'est comme ça que j'ai vu aussi
côtoyé beaucoup d'acteurs. Oui. Donc, du coup, j'ai fait ça. Après, j'ai travaillé dans un truc de sondage qui travaille sur la qualité de service dans les bus parisiens. Les bus parisiens. Donc, je faisais ça et le soir, j'allais faire des concerts. Et voilà, jusqu'à ce que, après, j'ai continué alors finalement dans le concert et les spectacles. Est-ce que la musique a toujours fait partie de ta vie? Est-ce que même avant cette période-là en France, où tu as tout de suite fait des concerts, au Cameroun, tu avais déjà un lien avec la musique? Oui, j'ai toujours eu un lien, parce que beaucoup plus jeune, c'est-à-dire que je jouais du tambour, c'était des ballets traditionnels, moi je faisais du tambour, et puis on accompagnait des mariages, et puis pendant des fêtes comme ça, on fabriquait des instruments, on fabriquait des tambours avec des boîtes de conserve, et puis on animait des fêtes de fin d'année comme ça en chantant, en jouant partout. Bon, c'est vrai qu'après j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui ne vivait pas au village, qui vivait plutôt en ville, à Douala, qui avait une guitare, et chaque fois qu'il venait, il ramenait sa guitare, et puis j'allais piquer sa guitare pour graisser des notes et tout. D'accord. Jusqu'à ce que j'ai ma propre guitare. Donc ça a toujours fait partie, parce qu'en fait, si tu veux, la musique que je fais, c'est pas forcément la musique qui est la plus populaire là-bas. D'accord. Dans le sens où je fais pas la musique traditionnelle, moi je fais des mélanges. Oui. Je fais beaucoup de mélanges, de fusion. Et c'est vrai qu'après, moi, je pensais que il fallait vraiment proposer ça plutôt ici. Parce qu'il faut aussi savoir que là-bas, c'est beaucoup plus compliqué. Quand tu es artiste, de pouvoir faire ça et de faire que ça. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a aidé à devenir musicien professionnel, en fait? En fait, ce qui a été le déclic, c'est que comme je jouais beaucoup dans les cafés, les bars à Paris, c'est dans le public, tu as toujours des personnes qui viennent après, qui regardent, qui disent, ah, c'est intéressant, ton style, c'est pas courant, c'est pas forcément un style qui est déjà connu, ça ressemble pas à quelque chose qui est déjà connu. Et qui m'a parlé justement qui m'a dit, si tu as une maquette, il y a la SACEM. La SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs, des éditeurs, qui protège les droits des artistes. Oui. Il m'a dit qu'il faut que j'y aille protéger mes chansons et que la SACEM a un programme qui soutient les artistes débutants, c'est-à-dire ceux qui commencent, qui n'ont pas encore enregistré, qui n'ont pas de maison de disques. Ah ben, tout simplement, j'ai fait une maquette, j'ai envoyé, mais ça, il faut espérer que ça marche, hein. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil pour dire, ah, tiens, votre projet est intéressant, on va vous soutenir pour créer un premier album. En fait, c'est comme ça que j'ai créé le premier album. Et donc, du coup, ils ont pris l'album, ils ont mis à Francophonie Diffusion. Et c'est comme ça que, mes chansons pouvaient être diffusées dans le monde entier. Et moi, je recueillais les droits. Oui. Parce que du coup, c'est parti. J'ai eu des appels de Canada, du Yémen, même du Qatar, des États-Unis, partout. Parce que du coup, c'est comme ça que c'était diffusé. Oui. Et c'est parti de là. Après, je me suis dit, bon, voilà. Je vais vraiment le faire. Ouais. Essayer de le faire, laisser le petit boulot pour mais. Et c'est comme ça que je suis rentré de plein pied dans le spectacle aussi. Mais tu peux être fier de ce parcours. J'espère que tu l'es. Oui, bien sûr. À l'époque, même quand on s'était rencontrés, mais tu te rappelles? Oui. Et j'étais en train de travailler parce que je t'ai dit qu'au départ, j'avais déjà le CD en main et que je mettais dans mon sac et je faisais des enquêtes de qualité-service dans les bus. Et puis je me suis arrêté à ta bibliothèque. J'avais mon CD. Et je me rappelle, j'arrive à l'accueil, je dis, ah tiens, je vais voir la chargée de la culture ici et tout. Et je me rappelle à l'accueil, il y a quelqu'un qui dit, ah Isabelle, il y a un artiste qui te cherche ici. Alors que j'avais pas rendez-vous, il y avait pas de rendez-vous. Je me rappelle bien, quoi. J'avais pas de rendez-vous. Je m'en souviens très bien. Et il a crié, Isabelle, il y a un artiste qui te cherche. Et là, tu es venu, on a discuté. Après, je t'ai laissé le CD. Je me suis excusé parce que j'avais pas rendez-vous. Donc, je passais, en fait. J'étais en train de travailler. Parce que quand le CD est fini, j'avais pas encore lâché totalement. Après, ça a donné, on a fait un spectacle. Après, on a continué à collaborer. Après, tu m'as fait aussi jouer beaucoup de fois et tout. Et on est resté en lien, quoi. Donc, c'est ça.
Si vous ne connaissez pas encore le compte Instagram de Salomé, alias Match with Art, je vous le conseille vraiment. Moi, à l'époque, quand je suis tombée dessus, j'ai adoré. Alors, c'est une manière d'apprivoiser l'art contemporain et de l'allier à la mode. Bon, je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. Et puis elle va nous raconter comment petit à petit elle a glissé vers ce contenu original. Tout à l'heure, Salomé, vous avez fait un petit peu allusion à votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment vous en êtes arrivée à tout ça en tant qu'amatrice d'art? J'ai toujours été plongée dans l'art étant toute petite. Mes parents s'intéressent à l'art, m'ont emmenée dans tous les musées possibles. Il y avait presque, on va faire 5 musées par jour. Hein. On avait quand même été à des stades où, bon, il y a eu, de côté un peu l'art et la culture durant quelques temps. Donc il y avait eu un petit too much, mais finalement je me suis aperçue que j'y revenais tout le temps, que ce soit dans l'univers de la mode, que ce soit dans mon quotidien, j'y revenais tout le temps. Et les moments où vraiment je me sentais bien, c'était en allant voir une exposition. Donc j'ai commencé, après mes études de marketing du luxe, j'ai commencé à travailler dans une galerie d'art, puis ensuite en maison de vente à l'hôtel Drouot, où là je m'occupais plutôt de la presse, mais ça m'a permis vraiment de voir comment tout le système des maisons de vente aux enchères, parce que c'est un milieu très spécifique, encore bien en dehors du musée et des galeries, donc ça m'a permis de comprendre tout le fonctionnement. Ensuite, je travaillais pour un club d'art, donc j'organisais des visites, des événements, je m'occupais de collections de clients. Donc là, ça m'a permis vraiment de me plonger dans l'art contemporain, de vraiment connaître beaucoup d'artistes, faire une vraie culture, parce qu'évidemment, j'avais pas d'études dans l'art, donc c'est compliqué d'avoir une légitimité dans ce milieu qui est quand même très fermé. Et ça m'a permis de bien éduquer mon esprit, à l'ouverture au marché de l'art, à l'histoire de l'art. Ça a quand même été problématique pour trouver un emploi ensuite, donc je suis repartie dans des études. J'ai fait un MBA à l'ICAR, qui est une école spécialisée dans le marché de l'art. Okay. Et puis à la sortie de cette école, nous étions en mars 2020, donc évidemment pas une période très propice à la recherche d'un emploi. Ça a été dur, évidemment, durant quelques mois. Tout était fermé, le milieu de l'art d'autant plus à cause de la pandémie. Et j'ai trouvé un poste en maison de vente à la fin de l'année. Donc ça me plaisait de revenir dans ce milieu. J'ai monté Match with Art en parallèle. Donc je travaillais la semaine en maison de vente où j'étais spécialiste 20e et 21e. Et le week-end, du coup, je montais Match with Art et je m'occupais de ça. Donc c'était du 7 jours sur 7. Et finalement, c'était très intense durant 1 an et demi. Et puis c'était compliqué parce que j'évitais de parler de Match with Art à mon bureau parce que je voulais pas pas que les gens confondent Salomé mon petit qui travaillait pour la maison de vente et Match with Art, c'est vraiment 2 choses différentes. Donc il fallait aussi que je fasse attention. Donc c'est pour ça que je ne disais avant jamais, je ne montrais jamais mon visage, je ne disais jamais mon prénom et mon nom. Parce que Match with Art n'était pas mon activité professionnelle principale et qu'il fallait pas qu'il y ait une confusion qui se passe. Donc c'était un peu dur aussi de gérer ça, puisqu'on a envie d'être fier de son projet, mais en même temps on peut pas le crier au grand jour. Et j'ai commencé à avoir des offres. Des offres de partenariat rémunérés l'an dernier. Je me suis dit, 2022, je me lance dans la fabuleuse aventure de l'auto-entrepreneuriat et à mon compte pour Match with Art. Comment vous est venue cette idée de rapprocher comme ça les œuvres d'art contemporain et la mode? Alors, à la base, parce que je suis plutôt issue du milieu de la mode, en fait. J'ai fait des études de marketing du luxe. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises liées au luxe et c'est pas des atmosphères, ça me faisait pas vibrer. Mais par contre, aller dans un musée, aller dans les galeries, ça me plaisait. Et au fur et à mesure, je me suis surtout rendu compte, en fait, peu de personnes, les musées plus, mais les galeries ou les maisons de vente, je me suis aperçue qu'en fait, ma génération et même d'autres personnes n'osent pas rentrer, ont une espèce de distance, peur probablement qu'on leur saute dessus et qu'on essaie de leur faire acheter, peur de se dire mais si j'achète pas, pourquoi j'entrerais, un peu comme rentrer finalement dans une boutique de luxe, hein. On se dit mais pourquoi alors qu'on n'a aucun problème à rentrer dans un magasin de grande surface ou un magasin multimarque, même si on n'achète rien, il n'y a pas de complexe, et ça devrait être la même approche envers l'art. Et je me suis dit que j'avais envie de monter quelque chose, mais fallait trouver un concept visuel qui changeait. Il y avait des études comme quoi le fait de mettre quelqu'un devant une œuvre d'art, ça personnifie l'œuvre. On casse une barrière, c'est moins le tableau sur le mur blanc, on est moins, quand on voit effectivement la présentation de certains tableaux comme la Joconde, il y a vraiment plus rien d'accessible. Et là, le fait d'avoir quelqu'un devant l'œuvre, on enlève ces barrières.
Et effectivement, j'étais aussi toujours très attachée à l'univers de la mode. Pour moi, la mode, c'est aussi un moyen de s'exprimer comme un artiste le fait sur la toile. Et un jour, par hasard, en fait, inconsciemment, ma chose était là. Je m'habillais toujours dans les tons d'une expo, si j'y allais, mais sans chercher, évidemment, la symbiose parfaite. On m'a demandé si on pouvait me prendre en photo de dos, et je me suis dit, ça y est, peut-être que je tiens quelque chose. Et c'est vraiment, je pense que l'idée était déjà là. Il fallait peut-être que quelqu'un d'autre s'intéresse à cette idée, autre que moi, et pour que je me lance. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les témoignages complets de ces 4 invités sur votre appli d'écoute préférée. Le mois prochain, vous allez retrouver un instituteur, une costumière, un avocat, une prof et un analyste de marché. Enfin, ça c'était avant qu'ils deviennent artistes. Ils vont vous raconter leur changement de trajectoire professionnelle. En attendant, rendez-vous sur le compte Instagram du podcast, le lien est dans la description. Nous allons pouvoir y papoter et vous pourrez peut-être partager votre propre expérience de reconversion professionnelle. Allez, zou, on referme les coulisses. Comment ? Est-ce que ce sera encore du recyclage ? Ah bah oui, je suis désolée, j'ai pas encore le temps de produire des épisodes inédits, mais ça va arriver. Puis je suis sûre que vous n'avez pas prêté attention à tout ce que racontaient les artistes qui sont déjà passés. Oui, non mais c'est du recyclage, mais je bosse quand même pour ce recyclage.